Mon nom est Laurence Lemoine, je travaille au magazine Psychologie. Je vous souhaite la bienvenue à ce nouveau débat de la 6e édition de l'Université de la Terre, consacré à un thème passionnant, l'éducation. Je suis très heureuse de pouvoir animer ce débat qui est important pour la plupart des parents et éducateurs que nous sommes. Je voudrais, pour lancer ce débat, citer une phrase de Pierre Rabhi que vous avez peut-être entendue ce matin, en musique. Cette phrase qui apparaît dans pas mal de ses livres, c'est « Quelle planète allons-nous laisser à nos enfants ?» bien sûr, mais aussi « Quels enfants allons-nous laisser à la planète ?» Et cette question importante est notamment au fondement de la pédagogie de la petite école du colibri qui est dans la ferme agroécologique qu'il a contribué à créer. Et avec l'idée que l'enseignement ne doit pas seulement transmettre aux enfants un savoir académique, mais bien former des petits citoyens du monde qui soient bien armés, bien équipés devant les enjeux très importants qui vont se poser à eux dans l'avenir. Évidemment, en creux de cette réflexion, il y a l'idée que le système éducatif actuel n'est plus adapté à l'évolution du monde. Et c'est en tout cas la conviction qui préside à cette multitude de petites écoles alternatives inspirées de Montessori, Freinet ou Steiner et qui essaiment à travers le territoire actuellement. Et bien évidemment, il y a beaucoup à dire sur les programmes d'enseignement de l'école publique qu'on peut trouver désuets ou trop tournés vers le passé, tournés vers des valeurs un peu guerrières, un peu colonialistes. Les programmes d'histoire font l'objet évidemment de beaucoup de critiques. Certains voudraient renforcer à l'école les matières dites directement utiles pour le marché de l'emploi. D'autres, au contraire, appuient l'idée que l'enseignement des sciences humaines devrait être renforcé dès l'école et surtout dans l'université, avec l'idée que transmettre des compétences sans être en mesure de leur donner du sens, ça ne sert pas à grand-chose. Il y a beaucoup à dire aussi, évidemment, sur la réduction des moyens qui sont donnés aux professeurs pour exercer, sur l'inadaptation des rythmes scolaires, sur le risque d'une école à 2 vitesses où la qualité serait réservée à des parents qui ont les moyens d'offrir une bonne éducation à leurs enfants. Il y a évidemment surtout beaucoup à dire dans l'enseignement supérieur sur la formation qui est donnée à ceux qui vont nous diriger, les ingénieurs, les managers, les directeurs financiers, les élites politiques. On se dit que pour bâtir une nouvelle société, c'est évidemment dès la base qu'il faut recommencer pour changer les valeurs qui président à tous ces milieux-là. Alors peut-être ce dont s'inquiètent pas mal de parents, c'est de mettre trop tôt leurs enfants dans un système où ils vont être broyés dans leur singularité, où on ne va pas laisser leur talent s'épanouir, où on va saper peut-être trop précocement leur confiance en eux, leur confiance dans la vie, et pour les conformer à une culture de la compétition et de la réussite qui finalement devient de plus en plus absurde ou de plus en plus néfaste. Et ce que nous allons voir avec les intervenants, que je vais faire rentrer dans un instant, c'est tout ce qui se réinvente dans le milieu de l'éducation. Avec Marc Luix qui va venir tout à l'heure, vous verrez quelle est sa vision de ce nouveau monde qui surgit et pourquoi l'éducation ne peut plus être demain ce qu'elle a été hier. Avec Caroline Sost, vous verrez comment une pédagogie centrée sur le savoir-être, au moins autant que sur les apprentissages de la lecture ou du calcul, peut faire pousser chez les enfants une créativité remarquable, une vraie attention à l'autre, un vrai sens de l'engagement et de sa responsabilité dans l'avenir de la société. Vous verrez aussi avec Fabrice Bardèche ce qui change éventuellement dans le milieu des grandes écoles, identifié un peu comme le lieu du mal, de la compétition, de la réussite à tout prix, mais on voit aussi que là, les jeunes générations arrivent avec des projets différents. Ce qui leur est proposé aussi est très différent de ce qu'on leur avait fait miroiter comme idéal il y a encore 10 ans. Et vous verrez enfin ce qui se fait avec Georges Haddad, ce qui se fait à l'UNESCO pour revaloriser le métier de professeur, redonner à l'enseignement supérieur sa vraie mission de formation de citoyens du monde. Voilà. Alors si les intervenants veulent bien venir me rejoindre. Alors
voici une belle assemblée. Alors, vous avez à ma gauche Marc-Louis Guizy. Marc, vous avez étudié les mathématiques, la philosophie, la théologie. Vous avez travaillé à la construction européenne d'un point de vue éthique et politique sous les présidences de Delors et de Santer. Vous êtes membre du comité consultatif international d'Euroville, dont vous nous direz un petit mot. C'est une communauté qui mérite d'être découverte puisque une autre société, d'autres manières de vivre s'y inventent depuis une quarantaine d'années. Ça se situe au sud de l'Inde, pour ceux qui ne connaissent pas. Marc vous en dira un mot. Et vous êtes aussi l'auteur de, entre autres, Surgissement d'un nouveau monde et Nouvelle conscience, nouvelle société. À côté de Marc, Caroline Sost. Caroline est directrice fondatrice de Living School, qui est une petite école privée bilingue dans le 19e arrondissement de Paris. Living School est née il y a quelques petites années avec une première section de maternelle, et puis d'année en année, l'école a ouvert une classe supplémentaire, et là, je crois que vous venez d'ouvrir un CE2 cette année, hein, l'an prochain. Caroline, vous étiez responsable ressources humaines dans une grande entreprise de jeux vidéo jusqu'à ce que le fait de contribuer à vendre des contenus violents aux enfants vous devienne insupportable. Et à la faveur d'un master en leadership éthique, vous avez mis en place ce projet d'école alternative dans lequel la pédagogie est centrée au moins autant sur le savoir-être que sur les apprentissages académiques. Alors, tout à fait à droite, Fabrice Bardèche. Fabrice, vous étiez agrégé en lettres classiques, vous l'êtes toujours. Vous avez démarré en tant que professeur. On vous a pas encore viré. Vous avez démarré comme professeur à l'université de Paris 6. Vous avez été rédacteur en chef d'un grand magazine de santé. Puis vous avez rejoint le milieu des grandes écoles pour devenir patron de l'EPITA, une grande école d'ingénieurs que beaucoup connaissent. Puis maintenant, vice-président du groupe Ionis, qui comprend une quinzaine d'écoles, de grandes écoles d'enseignement supérieur qui forment au métier de l'informatique, du management, du marketing, de la finance. Et enfin, à ma droite, Georges Haddad, vous êtes ici chez vous. Chez vous. Voilà. Georges est directeur de l'équipe de recherche et prospective dans le domaine de l'éducation à l'UNESCO. Vous êtes diplômé de Normal Sup, vous êtes docteur et agrégé de mathématiques, vous avez été professeur et président d'université, vous avez participé à plusieurs conférences mondiales sur l'enseignement supérieur, vous nous en direz un petit mot. Vous êtes aussi chevalier de la Légion d'honneur, commandeur de l'Ordre des Palmes académiques et auteur de plusieurs publications sur l'enseignement supérieur. Alors, le débat va se passer de la manière suivante. J'aimerais poser moi-même une ou deux questions aux intervenants. Puis, nous avons un panel d'étudiants dans la salle qui sont ici au premier rang, qui ont travaillé à des questions qu'ils souhaitent poser aux intervenants. On va prendre à peu près une demi-heure pour ça. Puis, il y aura aussi une demi-heure pour les questions de la salle, si ça vous va. Alors, je voudrais commencer avec Marc Louis. Donc, vous avez publié tout récemment cet ouvrage « Surgissement d'un nouveau monde ». J'aimerais que vous puissiez nous expliquer quelle est votre vision de ce nouveau monde qui surgit et pourquoi l'enseignement ne peut plus être à l'avenir ce qu'il a été jusqu'ici. Alors, je vais préciser. En fait, j'ai eu 3 vies. Ma première vie, j'étais prêtre catholique. J'ai étudié la théologie grecque, russe, en italien. Jusqu'au jour où je me suis marié et j'ai changé de job. Et je me suis retrouvé à la Commission européenne. Delors venait de créer, en l'honneur de son chef de cabinet qui venait de mourir du cancer, Paul Lacroix, un think tank qui n'avait pas encore de nom, qui est devenu la cellule de prospective. Et il m'a dit, toi, tu t'occupes de tout ce qui est le soft, les religions, le sens, la philosophie, l'histoire, enfin tout le soft, quoi. Les autres s'occupaient, bon. Et Delors m'a dit 2 choses. Les Européens sont intelligents. Donc il ne faut pas leur raconter des histoires. Et si on leur dit que l'Europe c'est seulement un marché, ça ne va pas marcher. 2, il a dit, si dans les 10 ans qui viennent, on n'a pas trouvé une âme à cette Europe, on aura perdu la partie. Et la deuxième chose qu'il m'a dit, écoutez, on vous paye bien, c'est quoi l'Europe? Alors je vous donne la réponse, mais je n'ai pas le temps d'expliquer maintenant. L'Europe, c'est un nouveau paradigme politique de non-violence entre États. Waouh!
Bon. Alors, ce système, ce que nous avons dit avec Delors en 93, 93, c'est « We are changing model of development ». On change de modèle de développement. Et donc, il faut changer l'éducation. Livre blanc, 1993. Je n'accuse personne. Nous avons un système qui vous forme pour hier et aujourd'hui. Il vous forme pour la société industrielle finissante. OK. Maintenant, il faut former pour la société post-industrielle immatérielle qui fonctionne autrement et qui demande autre chose. Donc, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de bon. Il faut simplement créer du nouveau. Alors, ce nouveau système, c'est quoi? Je discutais avec IBM Europe, qui me dit « Ce que je reçois de l'université, c'est pas ce qu'on a besoin. Je reçois de l'université des PhD, des docteurs qui savent tout sur un sujet minuscule. Et j'ai besoin de gens qui sont lifelong learning, parce que les jobs de dans 5 ans ne sont pas encore inventés, et la technologie qui va provide ces jobs n'est pas encore inventée. Donc j'ai besoin de jeunes qui vont pouvoir évoluer, créer, inventer, apprendre, réapprendre, désapprendre et créer une nouvelle société. Et donc, qu'est-ce que nous faisons IBM? On les paye 6 mois de déconditionnement de l'université et 6 mois de reconditionnement. Alors, si on pouvait trouver des universités qui nous coûtent moins cher, on serait content. SAP, vous connaissez SAP, c'est le IBM allemand, me dit la même chose. Nokia me dit la même chose. Donc, il y a une nécessité concrète. C'est du concret. Et donc, si on crée du nouveau, ces entreprises vont vous aider. On va vers quoi? De quoi est-ce qu'on a besoin? Pas de spécialistes, on a besoin de généralistes sages. Wisdom. Wisdom. Nous devons gérer notre monde de manière sage. Et vous savez quoi le problème? Où sont les professeurs sages? C'est pas facile à trouver. Ne critiquez personne. 2. Les jeunes doivent être capables de continuer à apprendre. 3. Capables d'expliquer les uns aux autres, parce que c'est en expliquant aux autres qu'on apprend. Capable de créer 5 nouveaux jobs en une vie. Capable de progrès intérieur. Je n'ai pas dit religieux, mais spirituel. Capable d'évolution humaine intérieure. Capable d'apprendre à aimer la terre et entrer dans cette noosphère. La noosphère, nous y sommes. Vous savez pourquoi nous sommes dans la noosphère? Terre de jardin, pas idiot, hein? La noosphère, c'est une sphère, c'est une ère où tout doit avoir un sens. C'est pour ça qu'on sent le non-sens. Et vous, les jeunes, c'est vous qui avez raison. Vous êtes comme Obélix, vous êtes nés dans la potion magique. Vous êtes nés dans les nouvelles valeurs. C'est nous, les vieux schnocks, qui devons nous déconditionner des valeurs patriarcales, industrielles, etc. OK, that's it. Nous devons vous suivre. C'est vous les experts. C'est vous les experts. Mais devenez-le. Devenez-le. Ce que l'université doit produire, c'est des générations capables de poésie, de connexion au cosmos et de conscience collective. Des jeunes qui ont le sens. Et je m'arrête. Excusez-moi, on ne vous entend pas. On ne m'entend pas? Plus fort? Je rapproche le micro, excusez-moi. Donc, des jeunes capables de poésie et des jeunes capables de redécouvrir le sens du sacré, de la vie. Et enfin, capables de joie.
Merci. Merci. Alors Marc, j'ai une deuxième question pour vous à propos de ces jeunes capables de joie, d'invention, de création, d'élan. Et là, bon. Marc, si vous voulez bien nous expliquer quelle est votre mission au sein du Conseil consultatif international d'Auroville et comment la pédagogie qui est mise en place à Auroville et qui est fondée sur la philosophie de Sri Aurobindo peut être une source d'inspiration ici aussi pour le système éducatif. Bon. Alors, Auroville, moi j'ai un jour reçu une lettre me nommant conseiller d'Auroville. Lettre du gouvernement indien. Donc je suis arrivé là, je me suis dit, bon, c'est quoi? Je n'avais pas de préjugés, ni positifs ni négatifs. Puis j'ai demandé à ma femme de venir m'accompagner une seconde fois parce que je me disais, est-ce que c'est une secte? Est-ce que c'est un groupe? Et puis on s'est dit à nous deux quand même, non, c'est intéressant. Il y a des défauts, mais c'est intéressant. Alors, ce que j'ai compris, la mère Aurobindo, c'est un peu le théâtre de Chardin de l'Asie. Ils disent la même chose, en fait. Mais, de manière différente. Ils disent « The divine is in the child ». Le divin est dans l'enfant. Et donc, l'éducation, c'est développer cette capacité, ce divin, cette âme de l'enfant. Et donc, c'est évidemment une éducation à l'être. C'est une éducation où il n'y a pas tellement de contrôle. C'est une croissance intérieure, mais qui suppose aussi, par exemple, il parle 4 langues. Français, parce que la mère disait qu'il fallait le français, l'anglais, le sanskrit et l'hindi. Just for beginning. Bon, c'est déjà pas mal. Vous avez dans une classe des enfants de toutes les couleurs. Il y a vraiment une volonté d'innover. Il y a des problèmes. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a une partie des gens qui disent, oui, mais les Indiens surtout, qui doivent trouver un job en Inde, qui voudraient bien un diplôme. Oui, mais si vous voulez un diplôme, vous retournez dans le système indien. Donc, rien n'est facile. Mais là, on fait un bond. On redéfinit l'enfant comme ayant une âme. Et on dit, il faut commencer par ça. Ce n'est pas tout à fait notre vision, hein, mais c'est... Moi, j'ai été dans ces écoles, c'est quand même assez impressionnant. Il y a des défauts, hein. Il y a des défauts. Mais, quand même, hein, nous avons été, ma chérie, c'est impressionnant. Non, parce que c'est toujours intéressant d'être à plusieurs observateurs. Voilà. Et ce qu'il faut savoir sur Auroville aussi, c'est que c'est une communauté qui existe depuis une 40aine d'années. Les enfants qui ont été éduqués là il y a 40 ans sont maintenant des adultes là-bas et sur l'initiative de recherche expérimentale très intéressante sur l'environnement, sur l'éducation, sur les énergies renouvelables, sur l'eau, etc. Ça devient un laboratoire du futur, c'est-à-dire qu'avec cette éducation-là, on a créé des inventeurs dont ce monde a besoin. Alors, je vous invite à y aller, c'est vraiment passionnant. Alors, c'est aussi soutenu par l'UNESCO. Absolument. Donc, cette expérience, c'est l'expérience la plus folle. Moi, je trouve que c'est l'expérience la plus folle du monde. Et j'ai toujours peur quand je vais là, parce que je dis « it's crazy », c'est fou. Ils disent « nous voulons établir une ville », c'est le projet de la mère et d'Aurobindo, une ville qui préfigure le nouveau niveau de conscience de l'humanité. Moi, ça... Mais c'est un challenge extraordinaire. Et ils sont toujours là après 40 ans. Voilà. Alors, dans le 19e arrondissement de Paris, on a un petit peu le même rêve. Pardon, là je suis trop près pour le coup. Donc à Living School, que Caroline a sorti de son esprit créatif,
C'est une petite école où on veut de la même manière semer des graines de talent, ou en tout cas pas étouffer les graines de talent qui poussent chez les enfants. Et ce que j'aimerais bien que vous nous expliquiez, Caroline, c'est qu'est-ce que c'est que cette éducation au savoir-être à laquelle vous tenez tellement et dans laquelle vous impliquez les parents aussi, qui sont conviés à des ateliers de savoir-être. C'est une des conditions d'inscription à l'école. Qui est sortie de mon esprit et surtout de mon cœur. Alors, avant de vous parler peut-être un peu plus du savoir-être, je vais dire 2 mots sur mon parcours parce que je pense que ce sera très éclairant. Marc décrivait un changement de paradigme. Moi, je pense que j'ai fait les 2 pieds dans l'un, puis je suis allée vers l'autre. J'ai fait d'abord une école de commerce où j'ai été bien formatée pour être performante, efficace, la cadre la plus parfaite qui répond aux demandes de ses boss. Tout en cherchant à faire un peu de créativité, à m'amuser en même temps, mais n'étant pas fondamentalement épanouie ou joyeuse. Et puis j'ai eu la chance sur mon chemin de rencontrer une femme qui est dans cette salle, Edel Goethe, qui a créé un master qui s'appelle Master pour le développement du leadership éthique, qui est une formation de 3 années qui combine du développement personnel et un travail sur le projet de vie, le projet professionnel, pour des gens, des cadres, des dirigeants qui souhaitent réconcilier l'éthique et l'humain, le business et le sens, et qui en ont marre de voir tout ça séparé. Et au cours de ce cursus, je me suis rendu compte que j'étais très en souffrance dans l'ancien modèle, pas du tout à l'écoute de mon projet de vie, de ce que j'avais envie de faire, et puis j'ai découvert le magnifique potentiel que j'avais et que nous avons tous, et que je pouvais faire des choses, et j'avais notamment très envie de faire des choses pour l'éducation. Donc ça a été ensuite un long parcours, 3 années de formation, 3 années et demie ensuite de montage d'un projet d'école, et je souhaitais que l'école et les écoles que je crée puissent vraiment répondre aux enjeux actuels, à savoir préparer réellement des citoyens au monde de demain, des citoyens épanouis, et j'insiste vraiment sur ce terme parce que c'est uniquement à partir du moment où on est épanoui, bien dans ses baskets, qu'on peut apporter sa contribution au monde. Comme le dit Edel, si le verre est vide, je ne vais pas pouvoir donner de mon eau. Donc, travailler là-dessus et puis travailler sur toute la dimension de contribution à la société, l'éco-citoyenneté. Donc c'est vraiment le projet de l'école, Living School, de former et de contribuer à la formation des citoyens de demain, épanouis et responsables, qui ont à cœur d'apporter leur contribution à la société et au monde. Et pourquoi on insiste sur le savoir-être? C'est parce que, comme je vous le disais, si le verre est vide, si on ne se sent pas plein, si on n'a pas confiance en soi, si on n'est pas affirmé, si on ne sait pas avoir des relations harmonieuses avec les autres, si on n'a pas un bon relationnel au monde, alors de fait, on va plutôt être dans des stratégies de compensation, de tirer la couverture à soi, de domination, d'être plus fort que l'autre, d'être au-dessus, d'exister par tout un tas de petites compensations et de petits bénéfices secondaires qu'on va s'approprier. Et donc il est vraiment définitivement question de sortir de ça, de sortir d'une société, je dirais, de l'avoir, mais qui est en compensation d'un manque d'être, et d'aller vraiment vers l'être. Et donc c'est pour ça qu'à Living School, on intègre à ce point le savoir-être au cœur de la pédagogie. Donc de la façon, comment le fait-on? On le fait en proposant une formation, et ça c'est, je dirais, très innovant. J'ai encore vu aucune école qui fonctionnait comme ça, et ça m'intéresserait d'en rencontrer. On forme nos enseignants au développement personnel. Donc on leur propose des formations au développement personnel, entre 16 et 30 jours par an de formation, de manière à avoir des enseignants qui soient bien dans leur basket, épanouis, qui aient un bon relationnel, qui sachent eux-mêmes bien gérer les relations aux autres, qui sachent eux-mêmes gérer les conflits, parce que les enfants apprennent par l'exemplarité, les enfants apprennent de qui nous sommes. Et donc, on les forme et on leur apporte cette formation de manière vraiment à ce qu'ils développent la meilleure qualité d'être pour pouvoir accompagner les enfants, les jeunes, au cours de leur scolarité. Et puis, j'ai développé un cursus donc sur la base des outils de la psychologie d'évolution développé par Edel Goethe. J'ai développé un cursus au savoir-être où, au fur et à mesure des années, les enfants déjà découvrent tout le potentiel dont ils disposent. Autrement dit, au lieu de mettre le regard sur les manques, la limitation, peut mieux faire, tout ce qu'on peut entendre par ailleurs, on met vraiment résolument le regard sur le potentiel de l'enfant en lui montrant toutes les capacités dont il dispose et qu'il peut développer. Et donc on leur parle de leur magnifique trésor intérieur.
On introduit une pédagogie de non-jugement, où on leur fait prendre conscience de ce que c'est que juger au sens de condamner, d'apporter des critiques négatives. Et donc cette pédagogie de non-jugement, elle permet justement d'avancer, de pouvoir se dire les choses sans être dans la violence, et de pouvoir voir complètement, d'avoir ce regard sur le potentiel de l'enfant. On travaille la valorisation, donc par exemple les enfants ont des cahiers de réussite, et toutes les semaines, en conseil d'enfants, on fait un partage sur alors quelles sont tes réussites de la semaine. Tel enfant va dire « Ah, aujourd'hui j'ai lu tel mot », tel autre « Ah, papa il a enlevé les petits trous du vélo ce week-end et j'ai réussi à rouler ». Donc le cahier de réussite, c'est quelque chose qui est un outil extraordinaire pour leur faire prendre conscience que oui, ils ont du potentiel, oui, ils peuvent avancer. Et ça, c'est un outil que, si vous êtes enseignant-éducateur, vous pouvez bien sûr implémenter là où vous êtes. Il n'y a pas besoin d'attendre pour implémenter un outil magnifique comme celui-là. Autre chose, on leur apprend à reconnaître leurs émotions, à les gérer. Par exemple, savez-vous qu'à l'école, on a un énorme punching ball et des gants de boxe, et que quand les enfants sont vraiment énervés, excités, en colère, plutôt que se taper dessus, ils mettent les gants de boxe, ils vont taper un coup dans le punching ball, et ils reviennent en disant « Ah, là, ça y est, je me sens mieux, maintenant, je peux être avec vous en rassemblement. » Ça leur arrive même de nous dire « Mais tu sais, Caroline, là, j'ai l'impression que toi, t'es un peu énervée. » « Ah, oui, écoute, oui, je sens que tu as raison. Mais tu devrais peut-être aller taper dans le punching ball. Oui, tu as raison, Elmar, je vais aller taper dans le punching ball. » Donc, on travaille aussi, évidemment, l'exemplarité. Donc voilà, quelques outils qu'on utilise pour développer justement ce savoir-être, mais qui passe avant tout par l'exemplarité, par qui nous sommes, nous. Quand on s'est rencontrés une première fois pour un reportage que vous pourrez découvrir dans Psychologie Magazine, il est sur le site, vous me disiez qu'il y avait une des choses, ça m'avait beaucoup marqué, qu'une des choses qu'on renvoyait toujours aux enfants alors qu'ils ont des projets formidables pour tout de suite et des envies très fortes pour le monde, on leur disait toujours tu verras ça plus tard, tu feras ça plus tard, quand tu seras grand plus tard. Et que une des choses que vous avez à cœur, c'est de leur dire non, il y a des choses que tu peux faire dès maintenant, et notamment vous avez souvent raconté le cas d'un petit enfant qui avait envie de contribuer à réduire la faim dans le monde et auquel vous avez aidé à trouver une solution pour le faire un petit peu à sa mesure, par exemple en décorant des assiettes pour Action contre la faim. La question que je voudrais vous poser, c'est avec ce regard sur l'enfant, comment vous évitez un double écueil qui serait d'une part celui de nourrir une illusion de toute puissance par rapport à des enjeux qui sont énormes et qui nécessitent une implication collective, mais à l'inverse, comment vous les aidez aussi à surmonter le découragement qu'inévitablement un jour ils vont rencontrer en mettant en place ces merveilleux projets, parce que le changement nécessite un temps long et parce que le changement nécessite qu'on s'y mette à plusieurs. Oui. Je vais répondre avec plaisir à cette question. Je vais juste ajouter quelque chose par rapport à la précédente. J'oubliais de mentionner qu'on travaille évidemment la main dans la main avec les parents, dans la mesure où quand on travaille sur le savoir-être, comme on le fait dans notre école, on a éminemment besoin d'avoir des parents comme partenaires, de pouvoir les accompagner dans le fait d'avoir une éducation épanouissante avec leurs enfants. Donc on fait tous les mois des ateliers parents en soirée pour les aider dans ce sens. Voilà. Donc pour revenir sur votre question, oui, moi j'avais à cœur, je me disais, c'est terrible de se dire que quand on est à l'école, on est 15 ans entre quatre murs, à se faire dire tu verras, tu feras des choses quand tu seras plus grand, quand tu seras sorti, quand on t'aura bien rempli la tête, bien farci. Et je me disais, mais c'est terrible parce que les enfants sont ceux qui ont ce sens de la justesse, qui est si vivant et qui est ensuite si coupé après un passage forcé et dur d'une éducation, on va dire, pas adaptée. Eux, ils ont la justesse et ils peuvent pas agir. C'est tellement injuste. Et donc, je me suis dit, il faut qu'on fasse quelque chose pour que les enfants puissent être acteurs réellement du monde dans lequel ils vivent, et que non seulement ils le puissent, mais que ça devienne pour eux naturel et une habitude. Donc, ce qu'on fait à Living School, c'est que déjà, les enfants sont très conscients des enjeux, parce qu'on leur présente, parce qu'on en parle. En même temps, ils ne sont pas angoissés, comme on peut le voir, parce que c'est quand même très angoissant, l'état du monde actuel. Ils ne sont pas angoissés parce qu'on leur donne ce repère du potentiel. Autrement dit, on leur dit, il y a ce qu'il y a,
Il faut l'accepter. Maintenant, on peut aussi faire tous des choses à notre niveau pour que ça change. Et on leur demande, et généralement, on n'a même pas besoin de leur demander, ça vient très spontanément. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu voudrais faire? Qu'est-ce que vous voudriez faire? Et donc, présenté avec ces enjeux, on a effectivement Elliot, il y a 3 ans, qui avait créé ce projet qui a sauvé concrètement 7 enfants de la faim pendant 1 an. Il y a 2 ans, les enfants ont contribué à replanter 722 arbres au Sénégal. Cette année, ils ont sauvé, parrainé 2 bonobos et demi. Voilà. Donc, ils font énormément de choses. Ils ont cette habitude très concrète d'agir. Et je ne pense pas qu'il y ait d'écueil à tomber dans la surpuissance, dans la mesure où ce dont la société, de manière générale, souffre, c'est d'être coupé de son propre potentiel. C'est-à-dire que ce dont on a besoin de prendre conscience aujourd'hui, et s'il y a un seul message que je vais vous faire passer aujourd'hui, c'est « nous sommes tous créateurs ». Et nous avons tous un potentiel énorme pour créer, pour changer les choses. Et donc, il est question de faire émerger ce potentiel, de se le reconnaître, de reconnaître ses qualités et de voir comment on peut avancer pour changer les choses. Donc, je ne pense pas qu'on puisse tomber dans la surpuissance. Et je me dis, si chacun se prend en main pour créer des choses meilleures, on aura déjà un monde meilleur demain. Je repense à Bertrand Piccard, certains d'entre vous ont certainement entendu hier. Il disait que le potentiel humain est extraordinaire et ça le rend optimiste. Ce qui le rend très pessimiste, c'est ce qu'on en fait. Je suis entièrement d'accord avec lui. Bougeons-nous. On a tous une capacité de création extraordinaire. Il est question de la mobiliser pour créer de belles choses. Voilà. Et puis, le pessimisme, ça n'existe pas à Living School. Je pense que vous l'aurez senti en m'écoutant. On est conscient des enjeux. On est parfois très triste quand on voit des choses. Quand Claudine André est venue nous parler des bonobos, elle nous a montré des extraits de son film qui sort le 30 mars. On a pleuré. Enfin, tout le monde a pleuré devant le film. Mais on s'est tous dit derrière, ok, c'est triste, mais on peut faire des choses. Et voilà, on va les faire. Et c'est ce qu'ont fait les enfants. Ils ont créé un calendrier de l'Avent inversé. Autrement dit, au lieu de prendre, je donne. Donc chaque jour, il y avait un fait nouveau sur les bonobos. Et ils mettaient 10, 20, 30 centimes. Et avec l'argent connecté, donc on a adopté ces 2 bonobos et demi. Si vous voulez nous aider pour le 0,5 manquant, on est partant. Alors, je me tourne vers Fabrice Bardèche maintenant pour essayer de comprendre avec vous comment il se fait que ces beaux élans d'enfance se transforment au moment de l'enseignement supérieur en projets comme je vais diriger une banque ou je vais construire des chars qui seront vendus aux pays arabes pendant que le peuple fait la révolution. Donc je suis caricaturale à dessein parce que j'ai entendu beaucoup ces 2 jours que c'était effectivement ce qui se dit en ce moment de la marche du monde. On est bourré de compétences et de talents. Comment se fait-il que ces talents soient mis au service de desseins néfastes? Et la question que je vous pose, c'est surtout, est-ce que les grandes écoles sont gagnées maintenant par une forme de remise en question? Mon sentiment étant que oui. J'ai vu la multiplication d'enseignements à l'éthique, à la philosophie, l'implication croissante des étudiants dans des projets de développement. J'ai le sentiment que la jeunesse de ces écoles a d'autres projets que les générations précédentes et je voulais savoir comment vous les encouragiez à mener ces projets. Merci. Je crois que, en effet, les grandes écoles ont pas mal changé. Et si elles ont pas mal changé, c'est parce que les générations qui arrivent sont éduquées très différemment et ont des outils très différents de ceux qui existaient auparavant. Ils ont acquis un potentiel d'autonomie. Je trouve que beaucoup d'entre eux ont beaucoup plus de savoir-être qu'on ne le dit, sont beaucoup moins stressés qu'on l'imagine, à la limite pas assez. On a parfois besoin de les stresser un petit peu pour les remettre dans un monde un peu plus réel que celui des valeurs où tout est facile, où on les attend. Au contraire, ils vont avoir un monde difficile. Et puis je crois que s'il y a une chose qui est relativement permanente dans le monde et d'aujourd'hui et de demain, c'est que les difficultés sont là et elles sont encore peut-être plus grandes devant nous. Il va falloir les affronter. Il va falloir les affronter avec des compétences et aussi avec de la réflexion. Et quand je vois dans les écoles d'ingénieurs qui sont dans le groupe UNIS ou dans les écoles de commerce qui sont dans le groupe UNIS
les jeunes qu'on reçoit et qui sont autonomes, qui ont une capacité de recul, qui ont une acculturation à l'international, par exemple, une vraie curiosité vers les choses, qui ont des outils pour connaître aussi bien, parfois mieux que leur maître, certains sujets. Quand je vois les modifications qui ont eu lieu dans nos classes par les innovations qu'on a pu faire depuis des années, mais qui se font aussi ailleurs, qui consistent à donner au maître un rôle bien différent de celui qu'il avait quand il était la personne toute puissante qui savait et qui répandait son savoir. Et aujourd'hui, je dirais, c'est un savoir qui est très partagé par des tas de gens. Les nouvelles technologies ont quand même beaucoup changé la donne. Je crois qu'il ne faut pas donner aux nouvelles technologies un pouvoir qu'elles n'ont pas. Heureusement, elles ne vont pas remplacer les hommes. Au contraire, elles redonnent une place, à mon sens, beaucoup plus intéressante à nos enseignants. Au lieu d'être des gens qui disent la bonne parole du haut de leur chair, vous remarquerez d'ailleurs que la chaire d'université, c'est le même mot que la chaire d'église, eh bien, ce sont des gens qui partagent un savoir, qui partagent des projets, qui se remettent en cause, qui ont une place au milieu de leurs étudiants. Et l'étudiant, en tout cas c'est une réalité qu'on vit dans nos écoles du groupe Thionis depuis des années, l'étudiant est au centre du dispositif. C'est autour de lui qu'on construit, il est acteur, il est initiateur, et les enseignants sont plus là pour lui faire découvrir, l'accompagner autour de projets qui sont certes concrets, bien sûr, puisqu'on va former quand même des cadres et des ingénieurs, donc des gens qui agissent dans la société, qui vont avoir à se confronter à la réalité, mais des gens à qui on va aussi apprendre à travailler en équipe, et réellement en équipe, c'est-à-dire ensemble, en construisant ensemble un projet, non pas en se le répartissant par morceaux, mais en travaillant ensemble à la totalité, avec leur diversité. On les met devant des responsabilités qui sont des responsabilités réelles, celles qu'ils vont affronter, et on les voit évoluer autour de ces responsabilités avec une dimension humaine qui rend optimiste sur notre époque. C'est vrai qu'on est dans une époque difficile et dure, mais on a des jeunes qui sont beaucoup plus ouverts à cette diversité. Je ne partagerai pas avec Marc l'idée que nous sommes tous des vieux cons et qu'il n'y a que les jeunes qui ont raison. Je crois que la réalité est plus complexe que ça. D'abord parce qu'on a été jeunes aussi à un moment donné et qu'on se ressemble. On avait tous à 20 ans aussi des idées généreuses, des idées de partage, des idées d'ouverture, des idées de faire avancer, de faire progresser le monde. Je trouve que d'ailleurs, en quelques années, il a pas mal progressé. Il a aussi beaucoup reculé sur bien des plans. Il y a eu des catastrophes technologiques, mais il y a eu beaucoup d'avancées technologiques. On est quand même tous bien contents de pouvoir se servir de nos ordinateurs, de nos portables, de tous les outils modernes qui nous rapprochent, qui nous permettent de découvrir le monde. On est tous contents, d'une certaine manière, si je veux être provocateur, de se servir de l'électricité des centrales nucléaires. Alors, on sait que derrière ces avancées technologiques, il y a tout le danger qu'il y a dans toute chose qui est négative. Mais je pense qu'on a des jeunes qui sont très conscients, très riches de leur conscience et qui ont une dimension de culture et d'humanisme qui pourrait être différente de celle qu'elle était autrefois et très réelle. J'entendais l'autre jour un débat télévisé, c'était après évidemment la catastrophe de Fukushima, je rebondis sur votre exemple, que la France tenait en ce moment des discours moralisateurs, ou en tout cas posait le débat du nucléaire, mais que pendant ce temps-là, on venait de vendre de nouveau 2 centrales nucléaires à la Chine pour être construites sur une faille sismique. Comment se fait-il que ça continue à être considéré comme une réussite, un succès de métier? Et quel est l'espace que vous offrez dans les grandes écoles à une réflexion éthique, aussi bien chez les professeurs que chez les étudiants? D'abord, je
pense que les questions d'éthique sont très présentes globalement chez les jeunes et spécifiquement dans nos grandes écoles, c'est vrai. Les débats sur l'éthique existent. Je ne suis pas sûr que les débats sur l'éthique soient en mesure de résister au système. On ne compte pas encore de marchands d'armes, ni de marchands d'usines nucléaires chez nos anciens, en tout cas pas que je sache. En tout cas, ils ne s'en vendent pas. Mais néanmoins, je pense que vous avez une industrie qui aujourd'hui existe. Cette industrie est en plus extrêmement concurrentielle. On va continuer à défendre certaines de nos forces, c'est certain. Qu'à côté, il y ait un débat citoyen, un débat écologique qui consiste à dire attention, l'exemple de Fukushima Daiichi est là pour nous montrer qu'on est devant un vrai danger et qu'on est obligé de réfléchir à des moyens alternatifs de produire de l'énergie. C'est vrai, mais moi je vois bien dans une de nos écoles qui est le SME Sudria qui a l'énergie au centre de son activité, il est certain que l'énergie est une question qui est déterminante dans les prochaines décennies. Elle est déterminante. On sait qu'on va vers l'épuisement des énergies fossiles, on ne va pas les refabriquer comme ça met quand même quelques millions d'années à se fabriquer. On sait que les énergies éoliennes et solaires ont également leurs limitations. On sait que le nucléaire a ses revers extrêmement dangereux. On fait la course à la fusion, mais on sait aussi que la fusion, ça viendra quand ça viendra et qu'on n'est quand même pas là d'y toucher. Donc, cette question des énergies, elle est grave. Et si la question du nucléaire s'est posée très fortement avec Fukushima, je vous rappellerai que celle des énergies fossiles s'est posée également il y a peu de temps avec la catastrophe dans le golfe du Mexique. Donc voilà, les énergies, c'est quelque chose qui est dangereux. Est-ce que demain, on est prêt à vivre avec une limitation drastique du côté des énergies, avec tout ce que ça suppose sur notre mode de vie et le développement et une éventuelle régression des technologies qui vont avec. Ça pose des questions de vie. Ce n'est pas une question simple et je ne crois pas qu'il faille moraliser ces débats parce que sur le coup de l'émotion, on peut peut-être moraliser et se faire plaisir, mais la question qui vient derrière, c'est de se dire « oui, mais et demain, on fait quoi dans la réalité ?» Alors, je pensais justement que ce type de questions pouvait être au centre de temps de réflexion dans les grandes écoles pour savoir aussi vers où on axe la recherche. Elle est au centre, puisque les questions de développement durable et justement d'association des différentes populations et des différentes couches de la société au projet de société, elle est au centre. Elle est d'autant plus au centre qu'on est dans une époque de vie citoyenne. On dit qu'on est dans une époque de la transparence. Je ne suis pas sûr que ce soit aussi vrai que ça, parce qu'on voit bien que malgré la transparence qu'apporte Internet, on est aussi tout à fait capable d'apporter beaucoup de manipulations autour de la transparence. Mais néanmoins, on est dans une époque où le savoir est partagé et où donc les citoyens, de plus en plus sachants, de mieux en mieux éduqués, sont des parties prenantes à des décisions. Donc il faut qu'il y ait des consensus, y compris dans les choix, sur les dangers qui peuvent s'en suivre et les avantages qu'on peut en avoir. Merci. Je me tourne maintenant vers Georges Haddad. Je voudrais vous proposer, Monsieur Haddad, d'expliquer quelle est votre mission au sein de l'UNESCO. Voilà. Oui, alors Laurence, moi j'aimerais quand même qu'on revienne au cœur même du sujet qui nous réunit aujourd'hui. Je ne sais pas, j'entends une voix d'enfant là ou un petit chat, je ne sais pas qui a amené son chat, pourquoi pas. Ils ont le droit aussi d'apprendre et de comprendre. Alors le thème du débat aujourd'hui, c'est quel rêve, quel projet pour mieux éduquer et mieux transmettre. Alors en particulier le rêve, l'UNESCO porte ce rêve dans sa mission. Vous le savez, l'UNESCO a été créée après-guerre, en 1945, à l'initiative de grands penseurs et de grands humanistes comme Julian Huxley, Léon Blum. Et la mission de l'UNESCO, je ne sais pas si vous la connaissez, mais elle devrait être enseignée dans toutes les écoles, je la cite. C'est dans l'esprit des hommes que naissent les guerres. C'est donc dans l'esprit des hommes que doivent être édifiées les défenses de la paix par l'éducation, la science et la culture. Voilà le rêve,
Voilà le projet. Et je crois que là, en disant cela, on comprend bien cette mission de l'UNESCO qui est notre mission, à nous tous et à nous toutes, enseignants, parents, jeunes, élèves, institutions scolaires de tout niveau. C'est ça le rêve et le projet, c'est d'édifier les défenses de la paix dans l'esprit des humains pour qu'ils deviennent, comme le disait Hannah Arendt dans un propos que j'ai un peu dévié de son sens, pour transformer l'animal humain en ce qu'il doit devenir, c'est-à-dire un homme, un humain, porteur de tous les principes de l'humanité, l'amour, la compréhension, la solidarité, la générosité. Donc voilà le défi de l'éducation, voilà le rêve, voilà le projet. Et je reviendrai aussi sur le rapport Delors, qui est un rapport unesquien, par essence, qui a bien expliqué que, c'est gênant ce chat-là, je ne sais pas qui a amené son chat avec lui, mais la prochaine fois, j'amènerai un chien. Vous me préviendrez, j'amènerai un chien. Voilà, c'est un bébé, donc on dirait un petit chat. Alors si c'est un bébé, qu'il soit le bienvenu. Le chat aussi. Le rapport Delors, qui est un rapport unesquien, le titre est très simple, c'est « L'éducation, un trésor est caché dedans ». Delors a bien dit, et la commission Delors, à laquelle j'ai eu l'honneur de participer de manière marginale, c'est que le rôle de l'éducation, c'est apprendre à être, apprendre à apprendre, apprendre à vivre ensemble. Et quelque chose qui me paraît important et qu'on n'a pas encore bien développé, c'est apprendre à aimer. À aimer, c'est-à-dire à s'aimer soi-même déjà, et à aimer l'autre. Et je tiens à dire, et là aussi la mission de l'UNESCO est très forte à ce niveau-là, c'est qu'elle nous force à aimer l'autre, à aller vers l'autre, ceux en particulier qui souffrent le plus. Les pays en développement, les enfants qui sont obligés de se battre pour avoir droit à une école. J'ai vu dans des pays en développement des enfants se prostituer, non pas pour manger, mais pour se payer un maître. Est-ce que vous pouvez l'imaginer ? Une petite fille de 6 ans, de 7 ans, un petit garçon de 6 ans, de 7 ans, proposant leur service sexuel pour pouvoir avoir accès à un enseignement. C'est ça la réalité du monde. Là, nous sommes bien à l'aise dans nos fauteuils et dans notre vie confortable d'Européens et d'hommes modernes et de femmes modernes. Mais aujourd'hui, il y a des enfants qui se battent pour aller à l'école, qui se battent au-delà de l'imaginable, au-delà de l'acceptable, pardon. La barbarie humaine, elle est là, elle est présente partout. Et je crois que le rôle de l'éducation, son rêve, son projet, c'est de vaincre cette barbarie et de transformer cet animal humain en un humain, avec tous les principes. Alors je vais pas trop développer là-dessus, on reviendra sur ce point, mais moi je tiens à dire que mon aventure éducative, et j'espère qu'elle se poursuivra tout au long de ma vie, elle a été marquée par les principes d'amour. Et j'ai eu la chance d'avoir 3 personnes, et ça je crois que c'est important de le comprendre, qui ont été essentielles dans mon parcours éducatif. Une mère, qui a été mon premier élève, elle est présente ici, qui n'a pas eu la chance de faire des études parce qu'elle était dans une famille, on est des enfants d'immigrés, du nord de l'Afrique, et elle pouvait faire des études, mais ses frères, malheureusement, n'avaient pas les moyens d'en faire, et la famille avait décidé de la sacrifier à l'autel du machisme traditionnel. Et ma mère a toujours considéré que de faire des études, c'était à la fois un privilège et une chance inouïe. Et lorsque nous sommes arrivés en Europe, elle m'a accompagné par son amour, et elle a été non seulement ma mère, mais mon premier élève. Ne l'oublions pas, l'éducation commence dans la famille d'abord. Et je crois qu'il est important, ou dans la collectivité, malheureusement des enfants n'ont pas la chance d'avoir une famille, ils sont privés parfois de famille et dramatiquement, mais c'est d'abord un acte d'amour, un acte d'échange entre un enfant et son environnement. Et ma mère a été mon premier élève parce que lorsque j'allais à l'école, je savais que j'allais à l'école pour moi, mais aussi pour elle. Et tous les soirs que Dieu faisait, elle m'attendait avec son petit cahier et elle notait tout ce que j'avais appris. Donc j'étais à la fois un élève et un enseignant, et nous sommes en train d'écrire ensemble, et là, un livre qui s'appelle « Mon premier élève ». Alors, deuxième personne, je ne vais pas vous raconter toute ma vie, c'est un ami. Un ami, parce que les maîtres que j'ai eus n'étaient pas très bons, je tiens à le dire, et que en tant qu'enfant d'immigré, comme j'étais bon à l'école, bon en sport, bon en maths, etc., j'avais suscité des jalousies, je ne m'en rendais pas compte. Et arrive en plein milieu d'année un jeune homme avec la réputation d'être un génie, il s'appelait François Lescure,
Et il entend les gens dire « Ah, enfin, ce Tunisien ne sera pas le premier de la classe, ne sera plus le premier de la classe. François Lescure, avec un nom acceptable pour l'époque, va enfin le battre. » Et François vient me voir, il m'a dit « Tu les as entendus, ces imbéciles? Tu es Georges Haddad ?» Je lui dis « Oui. » Il me dit « Qu'est-ce que ça te fait ?» Je lui dis « Je suis triste, je ne m'attendais pas à ça. Moi, j'ai aidé tout le monde. J'aimais bien transmettre, déjà, puisque j'avais été préparé à cela. » Et il m'a dit « Laisse-les. C'est des imbéciles, disons. Et si tu veux, on va travailler ensemble et je vais te faire découvrir ce qu'il y a de plus beau, les mathématiques. » Bon. Je lui dis « Ah bon, tu es sûr ?» Et il m'a fait découvrir les mathématiques. Et François Lescure a été, pour moi, celui qui m'a initié à l'amour de la science, à l'amour des mathématiques, et qui m'a fait découvrir toutes les beautés du paysage éducatif français en particulier, l'école normale supérieure, les grandes écoles, la recherche, etc. Et enfin, je vais très vite, un maître, parce qu'il faut un maître. On ne peut pas étudier si on n'a pas la chance d'être choisi et de choisir un maître, parce que je l'ai choisi, malgré lui. Il est là aussi. Il est là, il s'appelle Jean-Pierre Robin, il a écrit un livre qui dit tout, que je vous conseille d'acheter. Il a été publié il y a 3 mois, La mort du devin, l'émergence du démiurge, et je crois que tout le débat que nous avons aujourd'hui est compris et bien au-delà de ce livre. Il vient d'être édité chez Beauchesne. Je ne touche aucune royalty sur ce livre, mais ce livre a, pour moi, va marquer les 50, voire le siècle à venir. Il est du niveau de l'utopie de Thomas More ou de Éloge de la folie d'Erasme. Vous y trouverez tout au niveau philosophique, au niveau culturel, au niveau éducatif. La mort du devin, l'émergence du démiurge. Je vous incite à lire, c'est très dur, on souffre, et je dis bien, il faut le lire à plusieurs, un peu comme la Bible, vous savez, ou le Talmud. Il faut le lire à plusieurs. Alors il y a diverses entrées culturelles. C'est une réflexion unique sur le savoir, sur l'éducation. Eh bien, ce maître m'a accepté, il est là, et j'ai été le voir, je lui ai dit, écoute, je t'ai choisi, est-ce que tu veux être mon maître? Il m'a dit, d'accord, et je vais t'accompagner. Et il a su, comme un maître doit le faire, m'accompagner, vivre avec mes défauts, avec mes énormes défauts. Et pour terminer, je vous dirais qu'il a très bien compris le type d'homme que j'étais, parce qu'il disait la chose suivante, il faut à Georges 5 minutes pour faire ce qu'un autre fait en 1 an, mais le problème de Georges, c'est qu'il ne travaille que 5 minutes par an. Donc c'est vrai. Et là aussi, je tiens à le dire, c'est qu'il faut aussi savoir être paresseux, il faut être imaginatif, il faut être créatif, il faut savoir rêver. Les gens ne savent plus rêver. Et l'éducation doit nous inciter au rêve pour construire nos projets. Aujourd'hui, on donne des notes, on a des diplômes. Les notes, c'est quoi? C'est un prix. C'est un prix que vous donnez à une copie, ça n'a aucune valeur. Parce que le prix de l'instant n'est plus le prix de l'instant suivant. Les diplômes, qu'est-ce qu'on fait des diplômes? C'est à peine des visas pour voyager dans la vie. L'éducation tout au long de la vie, là aussi c'est un vrai défi. On parle des jeunes, mais moi je pense qu'on est jeune jusqu'à sa mort. Et jusqu'à sa mort, on doit continuer à apprendre, continuer à découvrir, continuer à transmettre et surtout, continuer à aimer. Et voilà, l'UNESCO, c'est le lieu où on aime l'humanité, où on essaye de construire une politique équitable, solidaire, où on s'ouvre à l'autre, mais il faut aussi s'ouvrir à soi pour pouvoir s'ouvrir à l'autre. Donc voilà les grands défis, voilà les rêves et les projets. L'UNESCO est votre maison, rêvons ensemble. Merci beaucoup. Vous faites partie du panel d'étudiants. Okay. Je voudrais proposer maintenant aux étudiants de prendre la parole, chacun votre tour, la question de votre choix. J'ai peur qu'on n'arrive pas à répondre à toutes les questions que vous avez posées, mais si vous voulez prendre la parole, chacun votre tour, vous présentez votre établissement, vous pouvez y aller. Donc Anne Bocandé, étudiante à Sciences Po Aix. Donc ma question s'adresse à Caroline, mais aussi à Monsieur Bardèche. Au sujet de que peuvent apporter les pédagogies alternatives au système traditionnel. Donc je pense qu'elle vous concerne tous les deux par rapport à vos actions. Alors, moi j'irais plus loin même dans la question, c'est pas qu'est-ce qu'elles peuvent apporter, c'est comment elles peuvent révolutionner le système traditionnel. Dans la mesure où pour moi, je partage vraiment le point de vue de Marc, c'est-à-dire qu'il s'agit d'un changement de paradigme. Donc il n'est pas question d'optimiser, mais il est vraiment question de changer, de passer d'une logique qui était d'une logique de compétition, de repère sur le manque, la limitation, une logique de sélection, à une logique de coopération, de regarder le potentiel, de rendre acteur, donc d'inclusion.
Donc on est dans un nouveau paradigme. Et les pédagogies alternatives, elles répondent en grande partie à ça, dans la mesure où, d'une part, elles sont actives. Donc elles mettent au cœur des apprentissages l'enfant et le jeune, qui fait par lui-même ses apprentissages. Elles ne prétendent pas instruire uniquement, mais éduquer, donc vraiment tenir compte de la globalité de l'être. Et donc elles répondent déjà sur beaucoup, elles tablent sur la coopération. Si vous allez dans une classe Freinet, vous verrez des enfants coopérer, et on parle de pédagogie coopérative. Donc elles répondent déjà sur beaucoup de ces points au nouveau paradigme. Mais j'ai envie d'ajouter que pour aller plus loin, il est question maintenant de revenir vers l'être. Et que jusqu'alors, ça n'a pas ou peu été fait. C'est vraiment à l'initiative de chacun, de chaque éducateur, chaque éducatrice, chaque enseignant dans sa classe, mais de développer le savoir-être qui, pour moi, est devenu la clé de l'éducation de demain et dont on ne pourra plus du tout se passer si on veut vraiment changer les choses. Puisque c'est à ce niveau-là que ça se joue, puisque le savoir-être a un impact sur nos savoir-faire, sur nos réalisations, et que là, on est au cœur, à la source de toute création de qualité ou de non-qualité. Voilà. Oui, moi, je dirais que les pédagogies alternatives, elles sont déjà, pour une part, bien rentrées dans les écoles. Si je me réfère, par exemple, à ce qui était autrefois... c'est trop. Bon. Si je me réfère à ce qui était autrefois la pédagogie alternative qu'on appelait pour les jeunes enfants la pédagogie Montessori ou les écoles Freinet, on était sur des pédagogies qui apparaissaient à l'époque comme révolutionnaires parce qu'elles mettaient l'enfant au centre de la pédagogie. Et ces pédagogies étaient relativement difficiles à mettre en œuvre parce qu'elles étaient très différentes du système dans lequel elles s'inséraient. Aujourd'hui, vous avez un potentiel qui nous est donné par la facilité d'accès qu'on a aux différentes formes de savoir et qui remet en effet cette question à l'ordre du jour. Et si je prends par exemple certaines de nos écoles, comme les écoles technologiques et certaines d'entre elles comme Epita ou Epitech chez nous, puisque je les connais un peu plus, ce sont des lieux où en effet l'étudiant va développer son savoir et sa personnalité à partir de ses propres découvertes, c'est-à-dire qu'il va s'interroger lui-même et il va fabriquer son savoir. On est dans des approches qui sont, et qu'on retrouve sur certaines autres écoles sous la forme de projets qui peuvent prendre des formes tout à fait différentes. On est dans une période où la pédagogie alternative qui permet justement d'apprendre différemment, de fabriquer son savoir, et en ce sens, donc, de ne pas être dépendant d'une science du moment, mais être capable de se ressourcer, de se recycler et d'approcher ce que vous disiez, Georges, tout à l'heure, avec la pédagogie tout au long de la vie, on est déjà largement sur des formes qui sont les nôtres, parce qu'aujourd'hui, dans les écoles, on ne peut plus simplement apprendre pour aujourd'hui, mais il faut réellement apprendre à apprendre pour préparer les prochaines années et rester toute sa vie quelqu'un qui est employable, je dirais d'une certaine manière, qui puisse se ressourcer à tout moment. Et je crois que c'est une des vraies dimensions et des vrais enjeux de l'enseignement supérieur aujourd'hui. La question suivante. Bonjour. Je m'appelle Manel Chiban et je suis étudiante en droit à l'université Panthéon-Assas. Donc, monsieur Haddad, je ne partage pas vraiment cet amour des mathématiques. Et en fait, j'avais une question assez générale qui peut concerner tous les intervenants. C'est que la compétitivité et la productivité sont souvent regardées comme les principaux mots de nos sociétés néolibérales, capitalistes. Et est-ce que finalement, ce n'est pas cette volonté de profit qui nous conduit à avoir de nouveaux rêves? On parle de rêves dans le sujet d'aujourd'hui. Finalement, qu'en pensez-vous? Il y a une bonne nouvelle. Je m'excuse, ce n'est pas très populaire. En fait, si vous regardez la politique officielle de l'Europe, nous sommes à 41% dans une économie post-capitaliste immatérielle. Mais personne ne le dit.
C'est la stratégie de Lisbonne, Europe 2020. J'explique en 2 mots. Donc, il y a une partie de notre économie qui fait des objets, mais elle diminue de plus en plus l'emploi. General Motors, on va continuer à produire des objets, mais sans emploi. Où est-ce qu'on construit des emplois? C'est chez Google, chez Facebook, etc. Bon. Mais il y a 7 caractéristiques qui font qu'on est en train de basculer. Je vais très très vite. Le cœur de l'économie, ce n'est plus ajouter de la valeur aux objets, partir d'un bloc de métal, faire une voiture, c'est mettre de la connaissance sur de la connaissance pour produire la nouvelle connaissance. Vous créez Facebook, vous créez de la connaissance. Donc le cœur de l'économie change. L'outil de production, c'est la personne humaine. Son corps, son esprit, son intuition et son âme. Ah. Bon, dans le nouveau business, on appelle ça human capital, le capital humain, parce qu'on emploie des vieux mots pour... Et donc le management aujourd'hui, Google, s'il n'est pas humain avec ces gens, les gens s'en vont. Ils s'en vont avec leur outil de travail. Il reste les computers, les fils. Tandis que dans l'économie industrielle, chez Volvo, si les ouvriers s'en vont, il reste la machine. On peut continuer à produire, on mettra d'autres ouvriers, mais la machine, le cœur, c'est la machine. Ici, le cœur, c'est le potentiel humain, c'est le capital humain. Il n'y a pas moyen de commercer la connaissance, parce que vous la gardez. Le commerce industriel, vous donnez la voiture et vous avez de l'argent, mais vous n'avez plus la voiture et l'autre n'a plus son argent. On ne peut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Mais dans l'économie de la connaissance, oui. Donc, on passe du trade, en anglais, au sharing. Attends, ce sont des changements énormes dont personne ne parle. C'est la fin de la propriété privée. Propriété privée de la connaissance, ça va s'évaporer. Et c'est une stratégie win-win. Win-lose, ça ne marche pas. Parce que si tu es mauvais avec ton concurrent, pour finir, tout le monde va perdre. Et donc, on voit IBM et SAP, qui sont 2 ennemis sur le marché, collaborer au niveau de la recherche. Parce qu'il n'y a pas moyen de faire autrement. Donc, on change de logique, on change de stratégie, on change d'outils de production, on change de management. Et donc, le capital, oui, le capital financier est là, mais il devient minoritaire. C'est pour ça qu'on parle des économies post-capitalistes. Mais on forme nos jeunes comme s'ils étaient encore en train de se préparer à l'économie industrielle. On se trompe d'objectif. Et attention, je n'invente pas. Nous sommes dans cette économie-là. L'économie industrielle n'est plus qu'une minorité, ou 50%. Mais ça diminue, ça diminue, ça diminue. Et donc, quand vous dans 10 ans, vous serez complètement dans l'économie immatérielle. Mais attention, cette économie immatérielle, il y a moyen de l'orienter positivement, négativement. Hein. Alors, le scénario négatif, c'est la manipulation du cerveau humain, qui peut aller très loin. Donc, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la bourse est en train de pousser les entreprises à augmenter leurs acquis immatériels. Et c'est quoi les acquis immatériels? Oh, c'est un nouveau concept. Donc les acquis matériels, c'est votre cash, vos dettes, vos immeubles, et ça mesure la qualité, la valeur de votre entreprise depuis hier jusqu'à aujourd'hui. Les acquis immatériels, inventés par un Suédois il y a 20 ans, comptent maintenant pour 60% dans l'évaluation en bourse. Et l'acquis immatériel, c'est quoi? C'est la fiabilité du produit, la manière dont vous traitez vos fournisseurs, vos consommateurs, mais surtout, is your business part of the solution or part of the problem? Est-ce que votre entreprise, sincèrement, pas les blabla, mais sincèrement, est-elle en train de contribuer au bien commun de l'humanité, c'est-à-dire au futur, ou bien est-ce qu'elle est un obstacle
à ce futur soutenable. Et ça, depuis 4 ans, c'est 50% des valeurs immatérielles des entreprises. Tout ça se passe dans un silence absolu. Sauf si vous allez à la Bourse de Londres et vous demandez aux types qui font les cotations. Alors je leur dis, how do you do? Vous savez ce qu'ils m'ont répondu? With the nose. Parce que nous sommes dans un tel changement qu'on n'a pas encore les outils pour quantifier ce qualitatif qu'est la connaissance. Donc c'est passionnant. Et cette nouvelle économie, il y a moyen de l'orienter vers un monde parfaitement soutenable. Ou pas. Ça, c'est ce que vous, les jeunes, allez devoir décider. Et donc, l'éducation doit préparer à ça. Nous sommes dedans, nous nageons dedans. Personne ne le dit. Je le regrette. La question, effectivement, je trouve que vous avez une alternative intéressante à cette pédagogie qui était centrée sur la compétition, la recherche du profit. Si on centre l'éducation sur cette question, est-ce que vous voulez faire partie de la solution, est-ce que vous voulez faire partie du problème, on démultiplie une créativité intéressante. Il reste un quart d'heure. Je voudrais vous proposer, si tout le monde est d'accord, d'alterner les solutions de la salle avec les questions d'étudiants. Je suis désolée, tout le monde va être frustré. Si on peut prendre une question de la salle, on revient à une question d'étudiant après. C'est OK. Je ne sais pas où sont les personnes qui circulent avec le micro. Ah, vous avez tous un micro. OK. Vous êtes devant moi. Vous avez de la chance. Non. Pardon, je parlais du jeune homme derrière et je vous redonne la parole juste après. En fait, je suis un couillon par rapport à vous parce que j'ai un bac... Parce que moi, vous voyez, j'ai un bac -5. Et la question que je voudrais vous poser, c'est, je m'appelle Guillaume, et voilà, c'est, avez-vous pensé à intégrer des personnes handicapées? Parce qu'avec eux, c'est un véritable apprentissage de savoir faire tout ce que vous faites, tout ce que vous créez. Mais est-ce que tout ce que vous créez, il y a quelque chose pour les personnes handicapées ou les personnes qui souffrent dehors, qui sont dehors ou à la rue, ou voilà. Parce que moi-même, je suis handicapé et j'aimerais savoir qu'est-ce que vous avez créé pour nous. Merci. Qui vous souhaitez poser la question? Est-ce qu'on la pose à Fabrice Bardèche, par exemple? À vous tous, il n'y a pas de quoi. Qui veut répondre? C'est difficile de répondre parce que c'est une vraie question de société, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pour les gens qui, a priori, ne trouvent pas leur cadre? À qui c'est de le faire? Est-ce que c'est au privé? Est-ce que c'est à l'État? Est-ce que c'est une conscience collective qui doit s'en occuper? Je ne connais pas très bien la réponse. Si c'était simplement une question matérielle, je dirais bien, oui, dans nos écoles, on est tous prêts à accueillir les handicapés, on est équipés pour ça, on le fait d'ailleurs. Mais on le fait pour des handicapés qui sont arrivés jusqu'à nous, c'est-à-dire qui sont arrivés au bac. Et puis, pour des handicapés qui ont de graves problèmes à suivre réellement dans des conditions normales leur scolarité parce qu'ils ne trouvent pas dans la société des conditions d'accueil qui permettent de le faire, oui, ça c'est une vraie injustice. Et ça fait partie des choses que la société doit apprendre à résoudre et sur lesquelles, aujourd'hui, je ne suis pas sûr que toute la volonté politique soit mise comme il le faudrait, parce qu'on entend beaucoup de discours là-dessus, mais je sais qu'au niveau des familles d'handicapés, il y a beaucoup de difficultés dans la réalité pour trouver des structures d'accueil qui soient constituées. Alors, si vous étendez le problème à celui des exclus de la société, il est encore plus vaste. Il nous interroge tous et il rejoint celui que soulevait tout à l'heure Georges Haddad, qui était celui de l'éducation pour chacun à travers le monde, auprès de gens qui ont de vrais problèmes simplement d'accès à cette éducation. Et je crois que c'est une question qui nous interroge tous, mais alors vraiment, je ne prétendrai pas avoir la réponse à ça.
Et vous avez raison de souligner que le problème se pose bien avant les grandes écoles et est au cœur des politiques publiques. Quand les aides, les auxiliaires de vie sont supprimés dès l'école maternelle, ça pose un vrai problème aux parents d'enfants handicapés. Mais cette intégration de la vulnérabilité, ça fait aussi partie du changement de paradigme auquel nous aspirons tous. Et ça se pose dans l'entreprise, ça se pose à l'université. C'est-à-dire qu'on est dans un système qui contribue à produire de l'exclusion. Comment réfléchir de manière à prendre en compte la vulnérabilité au même titre que le talent, la compétence, la vitesse, voilà. Ça, c'est effectivement une pédagogie, une manière de penser qui est différente et qui gagnerait à être explicitée aussi dans des temps de réflexion dans les grandes écoles. Et je ne sais pas, Marc, je crois que vous vouliez dire quelque chose à ce propos aussi. Mais écoutez, deux choses très vite parce que le temps presse. Le degré de civilisation d'un groupe humain, c'est sa capacité à protéger les plus faibles. Fini. 1. 2. Ça sont des intangible assets. Ce sont des acquis immatériels. Donc les entreprises qui vont devenir inclusives vont gagner des acquis immatériels en bourse. Ça, c'est la nouvelle logique, mais on ne la voit pas. Mais nous sommes dedans. Donc réveillez-vous. Nous avons des outils en main, nous ne les employons pas. Alors, un étudiant devant moi, vous vouliez prendre la parole tout à l'heure ? On a beaucoup parlé d'humanisme, mais très peu de l'enseignement des humanités. Votre bouton. Je traduirai pour vous, sinon. Bien, alors nous avons beaucoup parlé d'humanisme, mais très peu de l'enseignement des humanités. Alors, Monsieur Haddad, j'ai été sensible à ce que vous avez dit sur les mathématiques, en ce sens qu'il y a un lien entre la sensibilité et les humanités. Alors en France, comme dans beaucoup de pays développés, il semble que ces humanités soient parfois délaissées au profit d'un enseignement plus pragmatique. Pensez-vous par exemple que l'enseignement des humanités doive reconquérir les lycées comme nos écoles d'élite? Merci beaucoup. Bon ben, je vais vous répondre très rapidement. Bien sûr, c'est évident. Et je crois qu'il faut comprendre aujourd'hui que la science, qui au 19e et au 20e siècle s'est séparée de ce que vous appelez les humanités, fait partie intégrante des humanités. La science fait partie de l'aventure de l'humanité, de l'aventure culturelle de l'humanité. Aujourd'hui, on a cru qu'avec la science, on allait pouvoir dominer le monde, devenir des démiurges à travers les technologies, à travers l'innovation, à travers la science toute puissante. Et puis Fukushima nous ramène à l'ordre. Ne l'oublions pas, Tchernobyl aussi aurait dû nous rappeler à l'ordre. Mais c'était un autre monde. C'était le monde de l'Est, mais c'était le même. Technologiquement, ils étaient aussi à la pointe du progrès et de la science. Les physiciens nucléaires de l'Union soviétique avaient un niveau comparable aux physiciens nucléaires des États-Unis et d'Europe, voire même supérieur. Ne l'oublions pas, le premier satellite dans l'espace, le premier homme de l'espace, était soviétique. Donc là, on a une approche idéologique du progrès et du développement qui va nous faire commettre des erreurs fondamentales et dramatiques. Aujourd'hui, je le dis, le défi, c'est de repenser le progrès, de repenser le développement et de remettre la science là où elle doit être, à l'intérieur des humanités, à l'intérieur de la sphère culturelle. Je terminerai très brièvement en citant une phrase d'une lettre qui a été écrite par un grand scientifique, je vais dire mathématicien. Vous avez dit que vous n'aimez pas les maths, mais les maths vous aiment, mademoiselle. C'est ça qui est important. Et grâce aux mathématiques, ne l'oubliez pas, vous pouvez vivre dans une modernité. Vous n'auriez pas vos cellulaires, vous n'auriez pas l'informatique, vous n'auriez pas l'échographie, la radiologie, vous n'auriez pas les avions, peut-être n'aimez-vous pas voyager, les voitures, les réfrigérateurs, sans les mathématiques, avec les autres sciences. Et voilà ce qu'il disait, Jacobi. Jacobi disait dans une lettre à Legendre, critiquant Fourier, qui était un autre grand mathématicien, il disait « Fourier pense que le but de la science, c'est de résoudre des problèmes et de servir l'utilité publique. » Et il dit, de manière ironique, un philosophe comme lui se trompe, car il devrait savoir que le but ultime de la science, c'est de servir l'honneur de l'esprit humain. Voilà le but des humanités, voilà le but de la science. Aujourd'hui, on considère qu'un ingénieur, c'est un technicien ou un technocrate. C'est faux. Il doit avoir une vision du monde, il doit avoir une compréhension du monde, il doit comprendre tous les enjeux du monde aujourd'hui, et ne pas être un ingénieur animal-humain, mais un ingénieur humain, c'est-à-dire un ingénieur capable de s'insérer dans cette citoyenneté qui est absolument nécessaire.
Donc la science, les humanités, c'est la même chose. Et il faut retrouver le sens de l'aventure de l'esprit humain et la servir de la meilleure des façons possibles. Pour moi, la réponse, elle est évidente. Seuls les imbéciles doivent penser autrement, et je l'assume. J'ai repéré plusieurs mains qui se levaient. Monsieur, ça fait un petit moment, je vous ai vu, j'essaye de répartir. Excusez-moi d'insister, puisqu'on parlait tout à l'heure d'amour, alors allons-y, bâtir une nouvelle société. Tout à l'heure, Guillaume, qui est un de mes élèves, moi je suis chef d'orchestre, je m'appelle Le Grener. Guillaume est un élève qui était dans un ESAT, il faisait du conditionnement. Il avait son destin choisi par les autres, il a décidé de s'émanciper. Et tout à l'heure, il a dit une question, et malheureusement, il n'a pas du tout été entendu. Il a dit l'handicap d'une personne peut être un enseignement extraordinaire pour vous tous. Il n'a pas dit « essayez-moi de me faire venir dans votre école ». Il n'a pas besoin de votre école, c'est une école lui-même. Simplement, il faut quand même remettre les choses à l'heure, puisqu'on dit bâtir une nouvelle société. Je pense qu'il faut déjà faire du nouveau en soi. Il y a 650 millions d'handicapés dans le monde. Ça veut dire 650 millions professeurs de tolérance, professeurs d'amour, professeurs d'humour. Et moi, comme chef d'orchestre, j'ai dirigé 1500 concerts. Et je me suis dit, je vais faire quelque chose. J'ai envie de bâtir aussi une nouvelle société. Et j'ai décidé de créer des chorales, mais des chorales comme un lieu d'éducation pour tous, notamment pour les chefs d'entreprise. C'est-à-dire, c'est des personnes en situation de handicap qui vont chanter, et on va faire venir aussi d'autres personnes, mais pour qui il n'y aura pas ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Il n'y aura pas les super diplômés. Comme dit Guillaume tout à l'heure, il dit, je me présente, Couillon, bac-5. C'est peut-être une sacrée force de se dire couillon, bac-5. Ça veut dire qu'il n'y a plus d'orgueil, il n'y a plus d'ego, il n'y a que de l'intelligence émotionnelle, il n'y a que des clés pour bâtir une vraie vision, une vraie société future. Alors, puisque le futur c'est un peu loin, on a décidé de le faire tout seul, on a décidé de créer des chorales dans le monde entier. On a commencé déjà à Paris, à Montpellier, à Istanbul, mais la question qui vous posait, c'est est-ce que vous avez bien conscience qu'une personne en situation de handicap peut être véritablement une source d'enseignement, de richesse, d'amour, et très concrètement, pour nous faire bousculer complètement nos formes de compétition, nos formes d'égoïsme. On est les meilleurs, les plus forts. Moi, souvent, avec mes musiciens, je dis attention, on peut avoir les meilleurs orchestres du monde et bâtir au fond ce qu'avait voulu Hitler, le Troisième Reich, les meilleurs musiciens, les plus beaux, les plus forts. C'est le eugénisme. Et donc, moi, ce que j'ai adoré chez M. Haddad, et ça, je vais le garder dans mon cœur, c'est que l'UNESCO, on a beau dire, ah, c'est vraiment l'usine à gaz, mais il a dit, c'est la maison de l'amour. Eh bien, je me dis, chiche, répondons bien à Guillaume, est-ce que vous voulez bien, vous, l'intégrer pour apprendre de lui? Il y en a 650 millions. Merci beaucoup. Mademoiselle. Oui, bonjour, je m'appelle Farah, je suis étudiante à Sciences Po Paris en master environnement, développement durable et risques. On a entendu parler de l'éducation primaire avec Madame Sost, des écoles secondaires avec les Steiner-Waldorf, l'enseignement privé communautaire avec Monsieur Haddad. Ma question se dirige au Monsieur Padrech. Explicitement, avez-vous un rêve innovateur, révolutionnaire pour l'éducation supérieure pour bâtir un nouvel futur durable? Ou bien pensez-vous que la pédagogie des universités et déjà des grandes écoles répondent déjà aux besoins actuels et du futur? Non, je l'ai dit, on est dans une profonde transformation. Et je crois que le fait qu'on ait en face de soi plutôt des collections d'adultes et de personnes pensantes et informées change complètement tous les paradigmes de l'éducation supérieure et mettent sur la table des questions qui sont des questions de diversité, des questions d'inclusion de cette diversité, des questions de connaissance des cultures différentes. Je crois que, par exemple, le fait que nos grandes écoles s'ouvrent davantage aux cultures étrangères, puissent se mettre en mesure de recevoir des personnes issues également de la diversité en faisant des
des approches dans les quartiers difficiles pour former les gens qui sont le plus en difficulté et montrer que quand ces personnes en difficulté sont prises en main, on arrive à des résultats comparables à ceux qui sont issus de classes sociales plus aisées. Je pense que toutes ces initiatives sont en train de converger vers une transformation en profondeur de notre enseignement supérieur. Et la question de la formation, notamment à des questions comme le développement durable, je ne crois pas que ça puisse être simplement une question académique. Je ne pense pas, parce que sur nos écoles, ça n'est pas comme ça que ça se passe. Je ne pense pas qu'en dehors de l'expérience et des choses qu'on peut toucher du doigt, qu'on peut vivre et qu'on peut construire très personnellement à travers des projets à plusieurs, où on échange, où on parle, où on apprenne aussi par l'erreur, je ne crois pas qu'en dehors de cela, on puisse réellement apprendre. Si vous faites un cours sur Fukushima, vous apprendrez des choses aux gens. Simplement, il est certain que vous apprendrez certainement beaucoup moins de choses que ceux qui auront l'occasion de participer à des efforts d'éducation, de reconstruction autour du Japon, des études de cas sur ce qui peut se passer en termes de dommages, de reconstruction de sociétés différentes, de remise en valeur de terres qui ont été irradiées durablement. Si on n'est pas confronté directement dans ces études à toucher du doigt les conséquences des choses, la réalité des choses, et qu'on n'a que des leçons à tirer qui restent des leçons abstraites, en effet, je crois qu'on ne va pas bien loin. C'est la difficulté, Marc, du modèle de société que vous exposez, où vous dites on est aujourd'hui dans la société de l'immatériel et post-capitaliste. C'est vrai, sauf qu'aujourd'hui, c'est encore quelque chose qui est relativement abstrait et que pour le faire toucher du doigt aux jeunes, pour l'inclure dans la réalité de leurs études, de leurs projets, c'est quelque chose qui est complexe dans la mise en œuvre de l'enseignement supérieur, en tout cas. Alors, Marc et Georges, je voulais aussi intervenir sur votre question. Je vous propose qu'après, on prenne une dernière question de la salle et on va être obligé de s'arrêter pour ne pas perturber le bon déroulement de l'après-midi. On va faire ce qu'on peut faire. Alors, un instant. Moi, je crois que nous sommes dans une situation comme la fin du Moyen-Âge. Pardon. Nous sommes dans une situation comme à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance. On n'a pas changé le système d'école monastique, où il fallait parler latin, avoir une soutane et être célibataire, sinon on ne pouvait pas être éduqué. Et on a créé dans les villes un autre système, in lingua vulgaris, et les humanités. Et les citoyens ont voté avec leurs pieds. Donc moi, je ne crois pas qu'il faut attaquer ni critiquer le système d'éducation industrielle, il faut créer du nouveau. Et je vous signale que depuis 6 mois existe un site qui s'appelle Trans University. Ça a été lancé à l'Université de Luxembourg, on commence à réfléchir. Je crois qu'il faut être contre personne, mais il faut créer. Il faut créer, il faut innover. Et je crois quand même qu'il est temps de commencer un autre type de trans-université sur de nouvelles bases. Merci. Alors, très brièvement, moi, je vais vous parler du point de vue unesquien, parce que j'ai organisé 2 conférences mondiales sur l'enseignement supérieur à l'UNESCO, avec tous les partenaires mondiaux concernés, les universités, les ministres, les chercheurs, les industriels, le secteur privé. La menace qui pèse sur l'université aujourd'hui, c'est cette menace de la compétitivité. Vous avez entendu parler des classements. Ça rend fou. Ça rend fou. J'ai vu des ministres fous qui veulent avoir une université dans leur pays parmi les 10, les 15, les 20 meilleurs et qui sont prêts à faire n'importe quoi et dire n'importe quoi. Et on a eu un débat au cours d'une conférence, la 2e conférence mondiale de 2009, et j'étais assis à côté d'un représentant de la Banque mondiale et d'un représentant de l'OCDE. Et un journaliste posait la question en disant « Quelle est l'université modèle pour vous, aujourd'hui, demain ?» Et mes 2 collègues, que j'estime beaucoup d'ailleurs, de la Banque mondiale et de l'OCDE, ont fait une sorte de métaphore footballistique, l'un et l'autre, en disant pour nous, le modèle universitaire, transposé dans le monde du football, c'est le Football Club de Barcelone, et l'autre a dit Manchester United. Alors tout le monde était, bien sûr, elles sont parmi les meilleures équipes. Et puis le journaliste britannique se tourne vers moi, et il me dit, pour vous, monsieur Haddad, quel est le modèle? Je dis, bien sûr, j'aime Barcelone, j'aime Manchester,
Mais moi, j'ai un modèle, c'est le football club de Criquebeuf. Alors là, la journaliste était paumée, elle venait de, je sais pas, d'Édimbourg d'ailleurs, Criquebeuf. Personne n'a osé poser de questions, il y a eu un silence total. Mes 2 collègues étaient consternés, ils m'ont pris pour un fou, ce que je suis, vous l'avez compris. Et personne n'a posé de questions. Le lendemain, j'ai été assailli de questions, de téléphone, de coups de téléphone, 30, 40. Mais où est Criquebeuf? Qu'est-ce que c'est Criquebeuf? Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Alors Criquebeuf, pour ceux qui vont en Normandie, c'est pas loin de Deauville, c'est un petit village. Et je leur ai dit, avant d'être Barcelone, avant d'être Manchester, il faut des petites équipes. Des équipes de village, des équipes communautaires, où on ne va pas insulter l'arbitre quand il a fait une erreur, où le joueur, qu'il soit blanc, noir, arabe, chrétien, juif, ne va pas se faire insulter s'il a raté un but. Il faut des écoles de formation. Donc avant d'avoir Barcelone, avant d'avoir Manchester, il faut avoir Criquebeuf. Et je le disais, toute université a son rôle, a sa mission. Elles sont toutes là pour travailler ensemble, et en particulier pour accueillir ceux qui en ont besoin, et nous avons besoin de vous. Vous avez parlé du handicap. Mais notre grand handicap à nous, c'est de ne pas savoir vous accueillir, vous comprendre et apprendre de vous tout ce que vous pouvez et devez nous apprendre. Moi, j'ai besoin de vous pour être un être humain convenable. C'est avec vous que je vais grandir. Et donc, il faut ces petites écoles, il faut ces petites universités. On est dans l'obsession de Harvard, de Cambridge, etc. Ces écoles ne survivront pas si elles ne comprennent pas qu'elle n'existe que parce qu'il y a des football clubs de Criquebeuf où on prend du plaisir. Voilà le message. Et je crois que c'est ça l'avenir de l'enseignement supérieur, c'est les réseaux, bien sûr, il va falloir être dans des réseaux, il va falloir assurer la circulation des cerveaux, des connaissances, des compétences, mais savoir respecter chaque institution à condition qu'elle fasse bien son travail et qu'elles apportent chacune à leur niveau le meilleur. Et puis former des professionnels, moi je ne sais pas ce que ça veut dire. Moi, j'ai enseigné, j'enseigne toujours, je fais de la recherche. Je ne me pose pas la question de me dire « ça va devenir un professionnel ». Moi, ça ne m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est lui donner tout ce que je peux lui donner et apprendre tout ce que je peux apprendre de lui. Voilà comment je commence mes années universitaires et voilà comment je les finis. Et ensuite, le professionnel se construit progressivement et les chefs d'entreprise que je consultais et au plus haut niveau de l'entreprise, ils me disaient « c'est pas votre affaire. Nous formons les professionnels. Former des citoyens capables d'évoluer, de comprendre, de s'adapter, de changer, des citoyens à la pensée durable pour que le développement soit lui-même durable. J'ai promis une dernière question de la salle, mais ensuite je suis navrée, il faut vraiment évacuer pour le débat suivant. Alors, monsieur, et ensuite on s'arrête. Bonjour, d'abord merci aux intervenants pour tous les commentaires partagés, c'est effectivement très intéressant. Il y a quand même par contre une question, là je m'interroge, c'est que dans le thème on a éduquer, transmettre, et j'ai une grande question, où sont les parents ? J'aimerais savoir quand est-ce qu'on va parler des parents, parce que je suis d'accord que les jeunes sont importants, je suis d'accord que les jeunes c'est l'avenir, que ça nous appartient, j'ai 25 ans donc je pense que j'en fais partie, mais quand même, si on pense à demain, parce que l'avenir c'est aussi demain, ces jeunes de banlieue ou ces jeunes, qu'est-ce qu'on leur propose et où sont les parents et qu'est-ce qu'on fait pour les parents, parce que avant de créer, c'est peut-être bien de corriger. Voilà, merci. Alors Caroline va vous répondre. Oui, moi je trouve que c'est... Merci beaucoup de soulever cette question, c'est réellement important, les parents sont les premiers éducateurs et c'est tellement essentiel dans l'éducation à développer, l'éducation vraiment qui va nous préparer à la suite, de les inclure. Aujourd'hui, au niveau des écoles, ils sont souvent mis à la porte ou alors accueillis sur des temps spécifiques et ils ne sont pas vraiment considérés comme des vrais partenaires alors qu'on doit coéduquer avec eux. Nous, ce qu'on fait à l'école, c'est qu'on a vraiment des temps d'accueil tous les matins d'une demi-heure, quel que soit le niveau de l'enfant, qu'il soit en maternelle ou en primaire, où pendant une demi-heure, le parent accompagne son enfant dans la classe. On a tous ces moments d'atelier sur le savoir-être qui leur sont destinés, où les parents vont arriver avec leurs propres problématiques du type ma fille refuse de se coucher, elle se relève toutes les 5 minutes, je n'y arrive plus, ça dure jusqu'à 11h, je ne sais plus comment faire, et on va vraiment les aider, les accompagner par des mises en situation pour vraiment voilà, gérer. Ben,
plus largement, il faut développer des écoles qui tiennent compte des parents et donc démultiplier ces modèles. C'est-à-dire que là, on est au début de l'aventure et là, vous soulevez aussi la question de la démultiplication et de prendre de l'ampleur. Il faut atteindre une masse critique de manière à pouvoir créer un réel renouveau. Et c'est ce à quoi je pense qu'on essaye tous d'œuvrer. Brièvement sur ce point, parce que j'avais parlé des parents dans mon propos initial, et je tiens à vous dire que j'avais remarqué quand j'étais étudiant que les enfants issus de l'immigration ou des milieux défavorisés souffraient de quelque chose qui est absolument incontournable, c'est qu'ils sentent que l'école les sépare de leur milieu familial, de leur milieu culturel, identitaire. Et je crois qu'il faut faire des efforts pour créer un lien entre l'école et la famille. Et l'UNESCO est au cœur de cet enjeu, et nous essayons de mettre en place des structures d'accompagnement des familles vers l'éducation. Quand vous arrivez d'un pays et que vous ne maîtrisez pas la langue en tant que parent, vous avez du mal à dialoguer avec les enseignants. Les enseignants eux-mêmes ne savent pas dialoguer avec les parents. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que l'enfant se trouve déchiré entre son milieu familial et l'école, qui n'est pas du tout un ascenseur social pour l'enfant, etc., mais plutôt un lieu de rupture, un lieu de fracture entre lui et la famille. Donc il faut mettre en place des programmes de formation des enseignants, d'accompagnement des parents et de créer ce lien essentiel, en particulier dans les handicaps, dans l'approche des handicaps. J'aime pas le mot handicap. Je ne sais pas comment le qualifier, mais moi il ne me plaît pas, parce qu'on est tous égaux et on a tous nos handicaps d'une certaine manière ou d'une autre. Voilà, les personnes en situation de handicap, mais moi je me considère aussi comme une personne en situation de handicap parce que j'ai d'énormes problèmes à gérer, etc. Mais mettre en place toute une réflexion de l'école, non pas comme un lieu pour l'enfant, mais un lieu entre l'enfant, sa famille, son environnement, et faire en sorte qu'il n'y ait pas de déchirure entre l'enfant et sa famille. Donc voilà, l'UNESCO est au cœur. Intéressez-vous à ce que fait l'UNESCO, vous verrez qu'il y a des réponses intéressantes. Vous comprendrez bien que dans l'enseignement supérieur, nous, on est plutôt là pour aider à couper le cordon. On me fait des grands signes. On me fait des grands signes pour interrompre le débat. Je me tourne une dernière fois pour avoir... Non, je suis vraiment désolée. Peut-être vous voulez poser la question rapidement entre nous, mais pour il faut vraiment... à la salle, en fait.